Au sommaire de cette édition, au Niger, la nouvelle Assemblée nationale boycottée par l'opposition. Au Congo, Denis Sassou Nguesso officiellement réélu président. Kenya, le Japon aide le Kenya à miser sur la géothermie. Le pape François lave les pieds de migrants lors du Jeudi Saint. Sport, football, hommage unanime après la mort de John Cooper. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Nous l'ouvrons tout de suite avec l'actualité africaine. Au Niger, comme annoncé dans les titres, les 53 députés de l'opposition ont boycotté la première séance de la nouvelle Assemblée nationale du Niger depuis les élections présidentielles et législatives. Ils protestaient ainsi contre la réélection du président Issoufou Mahamadou. Aucun des 53 députés de l'opposition ne s'est présenté au Palais des Congrès pour la toute première séance législative depuis les élections présidentielles et législatives de dimanche dernier au Niger. Pour rappel, la coalition gouvernementale a remporté 118 des 171 sièges du Parlement nigérien. Le parti du président Issoufou compte 75 députés dans la nouvelle Assemblée. Moi, je considère qu'il faut travailler sur 3 plans. Sur la démocratie dans nos pays, sur la sécurité, sur le développement. On a commis l'erreur par le passé, avec les programmes d'ajustement structurel, de se désengager des secteurs sécuritaires. C'est une erreur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nos pays sont tellement faibles pour pouvoir se défendre que tout développement est impossible. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'infrastructure, rien ne peut être réalisé sans sécurité. Les 3 aspects sont liés. Sécurité, développement et démocratie. Et c'est pour cela, moi, c'est sur ce triptyque que je suis en train de travailler au Niger depuis 5 ans. Et je continuerai à travailler sur les 3 questions qui me paraissent essentielles, fondamentales, la sécurité, la démocratie et le développement. On a beaucoup progressé du point de vue de l'indice du développement humain. Nous allons continuer à travailler sur les mêmes questions, sur les infrastructures, sur l'alimentation des Nigériens, sur la santé, sur l'éducation. Nous sommes en train de progresser avec un taux de croissance de 6%. On a fait 6% en moyenne pendant les 5 dernières années. Et mon objectif, c'est de faire 7% pendant le prochain mandat, taux de croissance économique annuel, 7% pendant le prochain. Nous allons continuer à travailler pour que le maximum de Nigériens aillent à l'école et soient maintenus à l'école le plus longtemps possible. Et c'est pour cela que je me suis fixé pour objectif l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un enfant nigérien à l'école, c'est 5 ans. Je veux porter cette durée à 10 ans. Au Congo, selon les résultats définitifs annoncés par le ministère de l'Intérieur du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président sortant, est réélu au premier tour avec 60% des voix à l'issue de la présidentielle dans ce pays. L'opposant parfait, Kolelas, est arrivé en seconde position. Pendant plus de 2h30, M. Mboulou a donné tous les résultats locaux à l'échelle des circonscriptions du pays. Et selon ceux des comptes officiels, eh bien, l'opposant, Guy Brice Parfait Kolelas, arrive en deuxième position avec un peu plus de 15% des voix. Et le général Jean-Marie Michel Mokoko, troisième avec environ 14% des voix exprimées. Au Kenya, pour fournir à un maximum de Kenyans une énergie renouvelable à bas coût, le Kenya et le Japon mènent conjointement un projet inédit. Ce projet géothermique se situe dans la vallée du Rift. Bienvenue dans la vallée du Rift. Cette faille de plusieurs milliers de kilomètres qui parcourt l'Afrique de l'Est et le Kenya du nord au sud. Des paysages époustouflants où règnent les animaux de la savane et où l'on exploite la géothermie. Une source d'énergie renouvelable tirée de la chaleur présente dans le sous-sol. La centrale d'Olkaria, l'une des plus grandes de ce type au monde, a vu le jour avec l'aide de partenaires internationaux comme le Japon. La société Kengen, le plus gros producteur d'électricité kényan, qui gère le site, se félicite de cette collaboration. On a pu en mesurer les résultats en termes de réduction du coût de l'électricité. Ça a aussi joué un rôle du point de vue de la préservation de l'environnement et de la coexistence avec la faune qui est présente ici. Olkaria 4 est un projet qu'on vient juste de terminer. En apportant 280 MW de plus à nos capacités de production, on réduit la part de celle produite grâce au mazout. Le coût de l'électricité a baissé de 30% sur un an et 30% pour les consommateurs, ça fait une sacrée différence. Sauvegarder l'environnement, c'était un casse-tête pour les exploitants. 4 centrales géothermiques sont implantées en plein cœur du parc national de Hell's Gate. Actuellement, la production géothermique atteint ici 514 MW.
ce qui représente environ le quart de l'électricité produite dans le pays. En 35 ans, l'entreprise Kengen a creusé 281 forages pour puiser cette chaleur, mais avec les centrales, les choses ont pris une autre dimension grâce à l'agence japonaise de coopération internationale. La première année, nos employés ont droit à une formation à plein temps selon les termes de l'accord avec l'agence japonaise. Donc, ils ont les compétences pour se servir des logiciels et réaliser les tâches opérationnelles au sein de cette centrale. Tous nos sites sont gérés et dirigés par des experts locaux qui sont kenyans. Au Kenya, les besoins en formation ne concernent pas que le secteur de l'énergie. C'est ce qu'a bien compris le Japon, sollicité par les autorités kenyanes. Le champ de la coopération qui a été établi est particulièrement vaste, d'après ce représentant de l'ambassade japonaise à Nairobi. Toute une série de domaines ont été identifiés comme l'éducation, la santé, le développement économique, les infrastructures, l'énergie, la paix et la sécurité. C'est pour cette raison que le Kenya nous paraît le pays adéquat pour accueillir la prochaine conférence TICAD, qui sera la première cet été à se tenir sur le continent africain. La TICAD, c'est la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, organisée par le gouvernement japonais depuis 1993 pour favoriser l'instauration de la paix et de la sécurité et l'essor économique sur le continent. Et cette ambition passe aussi par le soutien au développement local. En parallèle d'Olkaria 4, par exemple, un programme a été mis en place pour les habitants des environs. Les Maasai qui vivaient sur le site retenu pour le projet ont dû être relocalisés. De nouvelles habitations et une école ont été offertes. Si l'ancien établissement accueillait 84 élèves, ils sont aujourd'hui plus de 200 à être scolarisés ici. On est content d'avoir cette nouvelle école. Quand on la compare à celle qu'on avait avant, celle-ci est beaucoup mieux pour les enfants. Dans l'ancienne école, on n'avait pas l'électricité. On rentrait tôt à la maison l'après-midi, vers 5 heures. Ici, on reste jusqu'à 6 ou 7 heures. Aujourd'hui, à peine plus d'un tiers des Kenyans ont accès à l'électricité. Le gouvernement ambitionne de faire passer ce taux à 70% d'ici 2030. La centrale Olkaria 5, dont la construction doit débuter en juillet, devrait contribuer à remplir cet objectif. Au Malawi, l'UNICEF et le gouvernement ont tenu leurs efforts pour voir dans quelle mesure l'usage des drones pourrait être efficace dans la lutte contre le sida. Dans ce pays, le taux de personnes séropositives est l'un des plus élevés au monde avec 10% de prévalence. L'UNICEF et le gouvernement du Malawi ont uni leurs efforts pour voir dans quelle mesure l'usage de drones pourrait être efficace dans la lutte contre le sida. Le Malawi est un pays où le taux de personnes séropositives avec 10% est l'un des plus élevés au monde. À l'heure actuelle, il faut encore beaucoup trop de temps pour avoir les résultats des analyses. On a beaucoup de retard dans la mise en place d'un traitement pour les enfants séropositifs. Ils doivent venir très tôt pour des tests, idéalement avant d'avoir 2 mois, entre 6 et 8 semaines. Les tests, les prélèvements sanguins doivent ensuite être acheminés vers un des 8 laboratoires du pays. Le drone peut emporter quelques 250 tests, soit 1 kg de charge utile. Des premiers tests ont été réalisés avec des vols de 10 km entre des dispensaires et le laboratoire de l'hôpital de Lilongwe. Le drone permet ainsi de pallier les problèmes liés aux mauvaises infrastructures. Quand les résultats sont disponibles, ils doivent ensuite revenir au dispensaire pour être communiqués à la mère. Et alors que de nombreux efforts ont été réalisés pour raccourcir cette étape, on doit encore faire mieux. Les mères attendent toujours 2 mois avant d'avoir les résultats et c'est très long dans la vie d'un enfant séropositif. En 2014, quelques 40 000 enfants sont nés séropositifs au Malawi, selon une estimation de l'UNICEF. Chaque année, 10 000 enfants meurent du sida. De nombreuses vies pourraient être épargnées avec la mise en place systématique d'un diagnostic précoce. Parlons à présent des derniers éléphants menacés par les braconniers. Aujourd'hui, la lutte pour la protection des derniers éléphants nécessite une collaboration entre chasseurs illégaux et autorités. Cette collaboration est renforcée
dans le parc Yankari, l'un des seuls endroits au Nigeria où l'on trouve encore des éléphants en liberté. Chaque jour, des rangers patrouillent dans le parc naturel Yankari dans le nord-est du Nigeria. Leurs gibiers préférés sont les bergers nomades de la région qui viennent y faire paître leurs animaux, abîmant au passage l'écosystème du parc. Mais un danger bien plus grand guette toutefois les dernières populations d'éléphants et leur ivoire. Les braconniers sont la plus grande menace pour la réserve. Ils attaquent les animaux pour leur viande et ils la vendent ensuite. Le parc de Yankari est la plus grande réserve naturelle du Nigeria et assurer la protection des quelques espèces animales encore présentes est un défi quotidien dans cet espace sauvage grand comme le Luxembourg. Abdoulaye est en charge de l'armurerie de la réserve. Depuis son arrivée il y a 4 ans, il a saisi pas moins de 200 fusils. Les chiffres du braconnage et du pâturage illégal sont en baisse grâce aux formations que nous avons reçues et grâce aux armes dont nous disposons désormais. La lutte contre le braconnage est devenue la priorité du parc pour protéger les quelques 300 derniers éléphants. 80 rangers se relaient nuit et jour, mais l'argent manque. 30 € par kilomètre carré sont consacrés au parc, contre près de 450 € pour les parcs en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Avant, on retrouvait 10 à 20 carcasses d'éléphants par an. L'année dernière, nous en avons eu juste 2. Trouver ne serait-ce qu'une seule carcasse d'éléphant est une mauvaise nouvelle, mais je pense que les choses s'améliorent lentement. Je pense surtout qu'avec plus de moyens, plus d'attention, nous avons le potentiel de faire beaucoup mieux. Mais une nouvelle ombre plane désormais sur les pachydermes de Yankari. Le groupe islamiste Boko Haram, dont la menace, bien que distante, est désormais dans les esprits des rangers. Ils craignent que les insurgés, attirés par l'argent que pourrait leur apporter l'hiver des éléphants, s'emparent de leur parc pour financer leurs opérations. Parlons à présent du forum Camp Montana où l'Afrique est à l'honneur, initié dans le but d'encourager la coopération internationale. Le forum Camp Montana, basé en Suisse, a de nouveau réuni des acteurs majeurs du monde politique et économique. Cette année, il en est à sa 27e édition, une édition qui met l'Afrique à l'honneur. L'objectif de ce forum basé en Suisse est d'encourager la coopération internationale. La 27e édition avait lieu à Dakhla, au Sahara occidental. Plus de 1000 participants venus de 131 pays étaient présents. Thème central cette année, l'Afrique et la coopération sud-sud. Le choix de la ville de Dakhla est pour nous tout à fait essentiel. Dakhla fait aujourd'hui figure d'un véritable laboratoire pour l'ensemble de l'Afrique et je trouve ça tout à fait symbolique de pouvoir organiser une telle rencontre, de pouvoir poursuivre ce dialogue entre grands acteurs de l'économie mondiale et de la politique internationale dans une ville et une région qui font la démonstration qu'aucune fatalité ne résiste à une politique volontariste de développement. Les travaux dans la station balnéaire se sont déclinés en une quinzaine de sessions portant sur des domaines aussi variés que la sécurité énergétique, la santé, l'environnement, l'emploi, l'éducation ou encore le rôle des régions dans le développement économique et social. Le Maroc lui-même a une grande tradition de brassage de civilisations diverses, très anciennes, entre l'Afrique noire et le Maghreb. Oui, le développement de cette région est une composante aussi du développement de la coopération sud-sud. Parmi les participants, le révérend Jesse Jackson, ancien compagnon de route de Martin Luther King et figure incontournable aux États-Unis. Il a rappelé l'immense potentiel de l'Afrique, le continent où les économies ont la croissance la plus rapide. Le commerce entre pays africains est très important et l'agriculture est un secteur clé pour ces pays et pour le monde entier. Et même si les États-Unis deviennent plus isolationnistes, l'Afrique doit être un partenaire commercial de premier plan. L'Afrique du Sud est le seul pays à être en excédent commercial. Le reste du continent a une relation déficitaire. Or, c'est le continent le plus riche en ressources de la planète. Lors de cette édition consacrée à l'Afrique, le forum Camp Montana se devait aussi de faire la part belle aux femmes. Durant ces rencontres, elles ont débattu du rôle de la femme africaine sur le plan social, économique et politique. Un long cheminement qui se fait pas à pas.
Il est temps que les femmes s'imposent. Elles doivent cesser de rester dans l'ombre des hommes. Nous sommes fortes, nous avons du pouvoir et nous devons apporter notre contribution à ce continent. C'est notre droit. Et s'il le faut, nous le ferons par la force. Également présente Roula Ghani, l'épouse du président afghan, qui a reçu lors de cette édition le grand prix de la paix du Forum Grand Montana. Petit à petit, on se rend compte que les femmes sont importantes, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans tous les départements. Et je crois que c'est peut-être le XXIe siècle va être le siècle où les femmes vont commencer à avoir un peu plus de poids dans le monde. Les derniers jours, le forum a quitté la terre ferme pour poursuivre ses travaux à bord d'un bateau de croisière, peut-être le symbole d'un nouveau cap pour l'Afrique. Comme annoncé dans les titres, le pape François lave les pieds de migrants lors du Jeudi Saint. Dimanche 27 mars 2016, les chrétiens du monde entier célébraient la Pâque, leur plus importante fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ. À cette occasion, le pape François s'est rendu dans un camp de migrants près de Rome pour la traditionnelle cérémonie du lavement des pieds lors de ce Jeudi Saint. Le pape François s'est rendu dans un camp de migrants près de Rome pour la traditionnelle cérémonie du lavement des pieds lors du Jeudi Saint. Un déplacement chargé de sens et de symboles quelques jours après les attentats de Bruxelles. Dans une courte homélie à Castelnuovo di Porto, il a plaidé pour la multiplication de gestes de fraternité pour répondre aux gestes de guerre commis à Bruxelles. Dietro col gesto ci sono i fabbricatori, i trafficanti delle armi. Derrière ce geste, il y a les fabricants et les trafiquants d'armes qui veulent le sang, pas la paix. Nous tous, nous disons, nous sommes différents. Nous avons des cultures différentes et des religions différentes. Mais nous sommes tous frères et nous voulons vivre en paix. Le pape François a donc lavé et baisé les pieds de 12 personnes, des migrants de confession chrétienne, hindoue et musulmane, comme le fit Jésus avec ses disciples avant la scène. Des milliers d'Argentins ont défilé dans les rues de Buenos Aires pour commémorer le 40e anniversaire du coup d'État de 1976, point de départ de cette année de guerre sale. Ce 40e anniversaire a été marqué par la visite du président américain Barack Obama. C'est un hommage qui restera dans l'histoire, celui de Barack Obama aux victimes de la dictature militaire en Argentine qui avait débuté il y a 40 ans jour pour jour par un coup d'État appuyé par les États-Unis. Pour la première fois, un président américain s'est rendu au parc de la mémoire de Buenos Aires où sont gravés les noms des disparus de la guerre sale qui a fait plus de 30 000 morts. Les démocraties doivent avoir le courage de reconnaître quand nous ne sommes pas à la hauteur des idéaux que nous défendons, quand nous avons été trop lents à parler des droits de l'homme. Et ça a été le cas ici, a déclaré Barack Obama, sans toutefois demander pardon. Mais à Buenos Aires, certains perçoivent cette visite du président américain le jour du 40e anniversaire du coup d'État comme une gifle au visage de l'Argentine. Des manifestants ont défilé à l'appel de partis de gauche sous le slogan « Dehors Obama ». Un mot d'économie à présent dans ce journal. Apple s'apprête à commercialiser ses nouveaux iPhone et iPad, plus petits que leurs prédécesseurs, moins puissants et disposant moins de mémoire. L'iPad Pro 9,7 pouces et l'iPhone SE vont coûter respectivement 1055 et 489 € dans leurs versions les plus basiques. Les précommandes des nouveaux iPhone et iPad dévoilés ce lundi sont lancées pour une livraison le 31 mars. Pour mémoire, l'iPad Pro 9,7 pouces est plus petit que son prédécesseur mais moins puissant, il coûte 1055 €. Quant à l'iPhone SE, il faudra débourser 489 € pour glisser ce nouvel appareil, plus petit que ses prédécesseurs, dans votre poche. Il y avait des gens qui résistaient, qui gardaient leur ancien téléphone, vieux de 2 ou 3 ans, parce qu'ils voulaient juste un téléphone 4 pouces. Donc Apple a fait un téléphone 4 pouces. Ils y ont intégré toutes les capacités internes des iPhone 6s actuels.
Ils ont mis un plus grand téléphone dans un plus petit et ils ont réduit le prix. Autre promesse d'Apple, alliant cette fois technologie et consommation, la possibilité d'utiliser le paiement mobile d'Apple, Apple Pay, pour le commerce en ligne, ce qui permettrait de faire ses achats en un seul clic sans passer par les sempiternels formulaires d'identification. Au Japon, une société vieillissante où un quart de la population a dépassé le seuil de 65 ans, la question du travail des seniors est économiquement cruciale. La retraite, il ne connaît pas, ou plutôt il n'aime pas ça. À 86 ans, Teruo Sugiura travaille encore 4 jours par semaine. Il répare des shoji, les portes coulissantes traditionnelles du Japon. Je ne sers à rien en restant chez moi à me tourner les pouces. Au moins, en travaillant ici, je prends du plaisir et je profite aussi de tout le monde. Des agences d'intérim pour seniors ont même vu le jour. Il faut dire que la main-d'œuvre ne manque pas. Avec un quart de la population au-dessus de 65 ans, le Japon détient le record mondial de la proportion de seniors. Et pour certains économistes, cette tendance est bénéfique. Augmenter le nombre de travailleurs actifs, c'est augmenter le nombre de consommateurs actifs. Ce qui est donc un moteur de croissance économique, aussi bien en termes d'offres que de demandes. Dans un pays où l'entreprise est parfois vue comme une deuxième famille, pas étonnant de voir les seniors chercher à retrouver ce lien social. Mais l'argent est évidemment une motivation également. Taeko Mishima a repris une activité depuis 7 ans. À 74 ans, elle pense à l'avenir et sait que sa retraite ne suffira pas à payer une maison de repos médicalisée. Ça coûte entre 2000 et 2500 euros par mois pour une prise en charge globale, ce qui n'est pas du tout gérable avec ma seule retraite. Je mets donc de côté ce que je gagne ici, en prévision. Des prévisions, le gouvernement japonais en fait aussi. Pour prendre en compte la longévité des Japonais, il va reculer l'âge de la retraite à 62 ans en avril prochain, avec l'objectif de le passer à 65 ans d'ici 2025. Parlons à présent de culture. Les Juifs d'Israël continuaient de célébrer la fête juive de Purim, fête qui marque, selon la tradition juive, la victoire des Juifs contre un vizir de l'Empire perse, Aman. Parlons à présent de sport. Dans la foulée du décès de Johan Cruyff, toutes les gloires du ballon rond ont exprimé leur tristesse, donnant lieu à un hommage unanime à travers le monde entier. Le roi Pelé salue un grand homme et un grand joueur. Quant à Zinedine Zidane, qui a souligné qu'il avait rendu beau le football. Johan Cruyff a fait l'essentiel de sa carrière dans 2 clubs, l'Ajax et le Barça, qui lui a rendu un premier hommage ce jeudi au Mini-Stadi, situé juste à côté du Camp Nou. Les Blaugrana d'hier et d'aujourd'hui soulignent tous à quel point il a fait entrer son sport dans une nouvelle dimension. C'est un jour très triste pour tout le monde. Pas seulement pour la famille du Barça, mais aussi pour le milieu du football dans son ensemble. Et pour tous ceux qui savent bien à quel point il a eu de l'influence sur le football. C'est triste. Johan est la personne qui a le plus influencé le football européen au cours des 40 ou des 50 dernières années. Personne d'autre au sein du football européen n'a autant changé la mentalité et la façon de jouer avec ces 2 équipes formidables que sont l'Ajax et le FC Barcelone.
Le Barça va aménager un lieu de recueillement dans la tribune principale du Camp Nou pour que tous les fans qui le souhaitent puissent, dès samedi, saluer la mémoire du Hollandais volant. Nous terminons ce journal avec l'Euro 2016 qui débutera en France dans quelques mois. L'occasion de faire un point sur les Bleus et leurs chances dans ce championnat d'Europe. 5 victoires, 1 défaite. Depuis septembre, les Bleus affichent un bilan sportif positif. Mais l'affaire du chantage à la sextape perturbe l'équipe de France. Incontournable avec le Real Madrid, avec près d'1 but par match cette saison, Karim Benzema l'est moins en sélection, où il trouve le chemin défilé une fois tous les 3 matchs. Pourtant, le titulaire à la pointe de l'attaque des Bleus n'est toujours pas sélectionnable, comme l'affirmait Noël Le Graët en décembre. Ce qu'il y a dans le dossier aujourd'hui n'est pas en faveur de Benzema. Il faut que je sois clair et pas ambigu. Aujourd'hui, il n'est pas sélectionnable. Depuis, l'horizon extrasportif de Benzema s'est éclairci avec la levée partielle du contrôle judiciaire. Il peut à nouveau côtoyer Mathieu Valbuena, mais le parquet a fait appel. Toujours mis en examen et avec 70% des Français qui ne souhaitent pas le voir à l'Euro, selon un récent sondage, la présence du Madrilène en juin est incertaine. Pour le remplacer, Didier Deschamps peut compter sur l'expérimenté Olivier Giroud, le prometteur Kingsley Coman et Antoine Griezmann, qui brille en ce moment à l'Atlético Madrid. Je pense que cette équipe a le potentiel d'atteindre les demi-finales. Après, gagner l'Euro, ça me paraît plus difficile, mais bon, sur une compétition, en fonction de la préparation, en fonction de la chance, il faut toujours un petit paramètre chance, on verra. Mais pour moi, l'objectif, c'est demi-finale de l'Euro. Avant une éventuelle demi-finale, face à l'Allemagne ou la Belgique, la France a hérité d'un groupe abordable avec la Roumanie, l'Albanie et la Suisse. Mais la route sera longue pour décrocher un 3e sacre européen après 1984 et 2000. On attend toujours que le pays organisateur, l'idéal c'est que de gagner la compétition qu'on organise. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Mais après, on a confiance, les joueurs ont confiance en eux. Il faudra avoir de l'ambition, mais aussi en ayant conscience que ça ne va pas être simple et que nos adversaires, il y a beaucoup d'adversaires qui veulent le gagner, ce championnat d'Europe. Le vainqueur sera connu le 10 juillet au Stade de France, l'enceinte où Didier Deschamps, alors capitaine, avait soulevé la Coupe du Monde en 1998. Mesdames et messieurs, ici pour fin ce journal. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.